Voilà, de retour donc sur Champ Press Coffee avec Christian Foulefac, qui est, comme on le disait et comme on le dit depuis longtemps de cette autre édition, qui est le secrétaire de la Fédération départementale du MRC. Alors en première partie, on a parlé de la campagne, comment elle se déroule pendant cette période préélectorale, avant le 7 octobre. Donc nous abordons à présent cette autre partie qui nous permettra de comprendre le projet de société du candidat Maurice Kamto, que représente Christian Foulefac, puisqu'il a un signe de lèse-majesté, il a voulu qu'on retire le qualificatif ou le titre de docteur. Alors nous, on voudrait vous donner la parole, Christian Foulefac, pour que vous nous présentiez en un résumé le programme politique de votre candidat. Merci pour cette préoccupation qui est extrêmement importante compte tenu de l'enjeu de l'heure, l'élection présidentielle. Je dois dire que notre candidat, notre champion, notre tireur de pénalty, Maurice Kamto, pense qu'ensemble, c'est possible de changer les choses dans ce pays. Et donc, son programme de gouvernance chiffré, qui, ma foi, compte environ 88 pages, a été décliné en 5 grands chantiers. Donc, 5 grands chantiers pour transformer le Cameroun. Et donc, les 5 grands chantiers sont déclinés de la manière suivante. Et le premier chantier, celui qu'il a appelé le chantier de la modernisation politique et institutionnelle. Évidemment, il y a un certain nombre d'éléments qu'il pense pouvoir faire en ce qui concerne le plan politique et institutionnel. Nous n'allons certainement pas revenir sur tous les points, mais je crois que principalement, nous avons la crise anglophone. La crise anglophone qui, en la vérité, est aussi le reflet d'un certain nombre de problèmes liés à la forme de l'État. C'est pour ça que le premier chantier de la modernisation politique et institutionnelle concerne principalement la résolution pacifique de la crise anglophone. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent dans ce point, dans ce premier chantier, que nous n'allons pas totalement citer ici parce que nous n'avons nécessairement pas le temps. Mais je peux quand même dire que l'un des éléments que le président Maurice Kamto aime à relever tout le temps lorsqu'il parle de cet aspect, c'est l'âge électoral à 18 ans. C'est toujours très important de le dire parce qu'il pense que dans ce pays, à 18 ans, on a atteint la majorité pénale. Mais on n'a pas cette majorité-là, on n'a pas l'âge de vote. Et que c'est pas bien qu'on soit capable de répondre de ses actes devant la justice et ne pas être capable d'engager sa responsabilité civique en tant que citoyen à 18 ans. Donc, ramener de 20 ans à 18 ans. Ça, c'est important parmi ces chantiers de modernisation institutionnelle et politique. Donc, évidemment, d'autres questions telles que le mandat ramené à 2 ans, non renouvelable, bon, ce sont des questions qu'on peut largement développer. Le deuxième chantier, c'est celui de la modernisation de l'éducation. Avant, ça s'appelait le pacte jeune. Le pacte jeune dans ce que nous appelons notre projet de société. Mais ici, il s'agit du chantier de la modernisation de l'éducation qui concerne globalement la mise en place d'un système éducatif qui allie la recherche, l'innovation, la professionnalisation et la création des emplois. Je crois qu'il s'agit davantage d'un pacte ou alors d'un chantier qui est davantage focalisé sur les jeunes. Parce qu'ici, il parlera de création des centres de métiers, il parlera de création des instituts de métiers. Bref, tout ce qui peut permettre de faciliter la tâche aux jeunes en ce qui concerne l'insertion dans le monde professionnel. Donc, voilà le deuxième chantier qui est très important en ce qui concerne le candidat Maurice Kamto et qui est très important en tout cas parce que il faut pouvoir réfléchir sur le système éducatif camerounais. Donc, le troisième chantier, c'est celui de la modernisation du système économique et productif. Je crois que là, ça touche l'ensemble des Camerounais et c'est encore très important à partir du moment où nous sommes dans un contexte où nous nous plaignons le chômage, le système économique, ceux qui sont susceptibles de créer des petites structures, des PME et tout le monde se plaint parce que le contexte, l'environnement économique camerounais n'est pas si attrayant, n'est pas très
attractif, il faut mettre sur pied tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir rendre viable, attrayant l'environnement économique camerounais. Et c'est pour ça qu'il y a des préalables comme ça qui sont énumérés. C'est-à-dire que lorsqu'il parle de connecter à la fin de son mandat au moins 80% des ménages en énergie, c'est important. Parce que, écoutez, lorsque vous avez un certain type d'industrie qui ne peut fonctionner qu'à l'énergie électrique et à 100% sans supporter les délestages et tout le reste, je pense que si vous avez cette garantie-là, il y a des industries d'une certaine nature qui peuvent trouver l'environnement attrayant et venir s'installer. Donc, c'est un pacte très important, modernisation du système économique et productif, et donc qui parle d'un certain nombre de sujets triés au volet avec des experts, évidemment. Il a parlé de moderniser et développer l'industrie nationale sur la base de 13 filières industrielles. Les 13 filières industrielles ont été identifiées, je crois que dans les 88 pages qui sont disponibles et que nous pouvons tous consulter, il y a ces filières-là qui sont des filières d'avenir. Parce que, évidemment, le monde, on doit s'arrimer. Voilà. À côté de ce troisième chantier, nous avons le quatrième qui est le chantier de modernisation du système social. Et ça aussi, on doit pouvoir comprendre très exactement. Je crois que ce que nous avons entendu parler tout le temps, ce chantier-là touche à la fois, surtout et principalement la femme. Ça aborde les questions de santé, ça aborde les questions de sport, ça revient sur la culture, ainsi de suite. Il y a tellement de choses que ce chantier touche parce que, vous savez, le climat social au Cameroun n'est pas viable. Et dans ce chantier, je veux prendre juste un élément qui est très important, c'est la césarienne. Le président Moïse Kamto parle de la césarienne et il explique que à partir de 2019, la césarienne sera gratuite. S'il est élu, dès 2019, la césarienne sera gratuite. Je pense que nous avons encore à l'esprit les cas Monique Koumatekel et tout le reste. Je pense que nous avons des proches. Moi, par exemple, mon épouse, mon dernier fils est né par césarienne. Je peux vous dire que je sais le traumatisme que cela fait. Je sais ce que cela peut faire aux personnes qui n'ont pas d'argent, qui vraiment vous débarquez à l'hôpital pendant les suivis médicaux. On ne vous a pas préparé à un accouchement par césarienne et on débarque avec une sauvagerie. Je vous parle vraiment d'expérience. On vous dit là, monsieur, vraiment, ça a trop traîné. Si on continue, l'enfant va mourir. Si vous voulez, si vous ne voulez pas qu'on fasse la césarienne, vous partez avec votre femme enceinte. Vous partez ailleurs parce que nous, on a décidé que c'est ça. Vous imaginez quelle brutalité. Et puis, on vous sort des factures. Vous passez par l'hôpital, vous lisez, l'accouchement ne dépasse pas 7000 francs. Mais on vous sort une facture en l'espace de 30 secondes qui s'élève à plus de 180, 200 000. Imaginez, si vous êtes passé à l'hôpital, lire des affiches que ça fait 7000 francs, que vous êtes préparé à 7000, je crois que vous serez plus mal que celle qui est couchée sur la table d'accouchement. Donc, c'est important. Ça fait partie des choses, cette gratuité-là de la césarienne, ça fait partie des choses très importantes que nous devons expliquer aux femmes. Donc, le dernier chantier, c'est le chantier de la modernisation de la politique étrangère. Je crois que le clou ici, et nous le savons tous, c'est la question de la double nationalité. Je dois dire au MRC, nous sommes favorables à la double nationalité. C'est vrai, on peut épiloguer dessus tout le long de la journée, mais je crois que nous avons suffisamment réfléchi. Nous avons compris que certaines nationalités professionnelles, nous avons appelé ça comme ça, pour des raisons économiques, pour des raisons d'emploi que nos compatriotes ont acquiert, ne leur retire pas le droit d'être des Camerounais. Moi, ça me fait mal de dire tantôt que Richard Bona est Camerounais, et puis de dire que d'entendre que Richard Bona doit pouvoir payer le visa pour arriver. Et de comprendre que, frustré de cela, de cette double nationalité à géométrie variable, où on connaît tous, on a vu les Roger Mila aller voter à l'ambassade de France, on a vu la Dove Moudiki aller voter à l'ambassade de France, on connaît tellement de Camerounais, on le dit toujours que le président national camerounais, M. Biya, a la nationalité suisse. Alors, comment se fait-il que certains qui ont des doubles nationalités connues au Cameroun occupent des responsabilités connues, de hautes responsabilités d'ailleurs, et que nous ne parvenions pas à laisser des Camerounais? Écoutez-vous, nous qui avons été bercés par Prince Dédié et Yango, avec toutes ces chansons que nous connaissons,
il a été simplement élu. L'organe d'avant, je ne sais plus quel nom ça porte aujourd'hui, tellement les noms sont... voilà, la Sonacam. À l'époque, c'était la CMC. Il a été élu. Voilà, et puis... lorsque les camps se sont créés tout autour, plus tard on nous a dit, écoutez, c'est un Américain qui est aux États-Unis. Mais attendez, non, un dit fils du Mungo, il est américain, donc il n'a aucune... C'est absolument absurde. Donc au MRC, nous pensons que la double nationalité, évidemment, doit être instituée. Donc ça fait partie des éléments de ce 5e chantier pour transformer le Cameroun. Donc évidemment, on aura à achalander cela avec d'autres choses comme la création d'une agence de la diaspora. Il y a bien des structures comme ça qui peuvent permettre vraiment de drainer à la fois de l'argent, mais surtout des vrais projets, des projets viables vers le Cameroun. Donc voilà un peu ce que je peux dire en résumé de nos 88 pages de programme de gouvernance chiffré. Voilà. Voilà, allez, merci bien pour cette présentation qui permet à plus d'une personne de comprendre véritablement le bateau dans lequel les Camerounais devraient ou devront être drainés après le 7 octobre. On va sur cet aspect prendre 2 questions pour ne pas être long et on commence par Indrich. Alors, je ne sais pas si je me limiter à 2 questions parce qu'il y a... Surtout que les 2 questions n'étaient pas à vous seul. Il y a des choses intéressantes à dire quand même sur ce programme de Maurice Kamto. Pour rester quand même dans notre contexte, nous sommes à Tchang, nous sommes dans le département de la Maine-Noire. Vous parlez des choses qui peuvent sembler très aériennes pour le citoyen d'ici, pour la maman que vous allez rencontrer au marché de Fosson-Wenteng, puisque vous y étiez ce matin. Concrètement, ces vieux et jeunes que vous rencontrez dans les villages, dans les marchés, vous leur expliquez quoi? Qu'il faut qu'ils attendent quoi de Maurice Kamto? C'est ma première question. Et puis la deuxième question, vous parlez le programme de Maurice Kamto insiste beaucoup sur hésite de mon point de vue sur la forme de l'État. Bref, il a une solution sous la forme de l'État qui semble privilégier la voie de la décentralisation, d'un régionalisme, etc. Le président plusieurs fois a dit qu'il allait organiser un référendum à l'issue duquel il appliquerait sans se cacher les résultats, quels que soient. Alors, nous avons une crise avec une guerre qui est clairement déclenchée. Une fois qu'il sera élu, si le mouvement sécessionniste ne baisse pas la garde, c'est-à-dire refuse de déposer les armes, alors, en bon juriste, ce que va faire Maurice Kamto, est-ce qu'il va organiser un référendum, cette fois-là sur l'indépendance de l'Amazonie, ou alors il va tout simplement faire ce que l'actuel président fait, c'est-à-dire déployer de façon musclée l'armée pour réprimer dans le sens cette sécession. Ok, merci pour vos questions. Je voudrais dire, d'abord pour ce qui est de la première question, ce que nous disons, je résume comme ça, ce que nous disons à un moment de Fosson-Wenteng, par exemple, d'où nous revenons, ce sont des choses simples. Il ne semble pas que lorsque vous parlez de la césarienne à un moment de Fosson-Wenteng, que ce soit quelque chose de très aérien, hein, pour utiliser vos propres termes. Non, c'est pas aérien. Je crois que chacun, dans sa famille ou dans son entourage, a un jour fait face à un accouchement par césarienne. Et chacun, un jour, a dû affronter les conséquences de cet accouchement par césarienne, en tout cas en ce qui concerne les conséquences économiques. Nous savons tous que généralement, beaucoup sont, et c'est sous nos yeux, retenus dans les hôpitaux pour qu'on aille emprunter dans les réunions, les tontines, pour qu'on aille mobiliser les familles pour payer. Tout le monde sait. Il ne me semble pas que nous ayons quelqu'un qui ne soit jamais allé à l'hôpital, qui n'ait jamais eu dans son entourage des personnes qui passent par là, en ce qui concerne par exemple la césarienne. Je crois que lorsque nous disons que nous allons instituer une assurance maladie universelle minimum,
Ce sont des choses simples. Vous savez, dans toutes nos réunions au village, il y a ça. Que lorsque quelqu'un est malade, qu'il a déjà fait 2 jours à l'hôpital, et qu'on peut présenter un carnet, que la réunion doit lui donner de l'argent, doit apporter un secours qui est au prorata de ce qu'il a dans les caisses. C'est-à-dire que si une maladie correspond à 1000 francs qu'on prend à chaque membre, s'il était redevable de, je sais pas, de 10 000 pour les 30 membres, on va d'abord couper les 10 000 et on lui restitue les 20 000. Ça, ce n'est pas aérien. C'est la réalité, c'est notre réalité qui a été transcrite sur du papier. Donc, ça, c'est connu de nos mamans. Nous leur parlons des choses qui sont connues. Nous parlons d'éradiquer les grandes endémies. Et on peut y travailler. Je crois que toutes les mamans, où qu'elles soient, tous nos parents, où qu'ils soient, ont déjà eu à voir des campagnes où on vient pour vouloir vacciner des enfants, pour pouvoir faire ça ici. Nous leur parlons de cela. Mais je dois dire que, à la vérité, ce que nous faisons, nous tentons de transcrire davantage en des termes locaux pour davantage nous faire comprendre. Parce que on dit certes, traduit c'est trahi, mais il faut trouver le terme approprié dans le coin où nous nous trouvons pour pouvoir faire passer le message tel qu'il est. Donc, rassurez-vous que partout où nous partons, ce que nous disons, c'est exactement ce qui doit être fait. Ou est-ce que vous croyez que dire à une maman que son enfant de 18 ans, si on attrape cet enfant parce qu'il a posé un acte qui est proscrit par la loi, que l'enfant là ira en prison, vous pensez que lui dire cela, il faut trouver un thème, un dictionnaire juridique, un dictionnaire particulier? Non. Dire à cette maman que non. Par contre, cet enfant, si on l'envoie déjà en prison, c'est parce qu'on estime qu'il a l'âge d'être responsable de ses actes. Et de ce point de vue que le même enfant-là, il faut que demain, quand on est en train de décider de l'avenir de ce pays, qu'il soit capable lui aussi de voter. Que maman, si notre président arrive, mais vous demanderez qu'est-ce qu'elle y gagne. Voilà, justement, parce que nous leur présentons l'intérêt d'être un citoyen, l'intérêt du devoir d'accomplir ses droits de citoyen. C'est ça que nous leur présentons. Et c'est important. Et justement, pour en venir, il y a une deuxième question. Oui. La deuxième question, il faut savoir que le pire dans la vie n'est pas d'avoir échoué. Il ne faut pas prédire son échec avant d'avoir posé un acte. À l'heure où nous parlons, nous pensons que des mesures de désescalade de la crise anglophone doivent être posées et voir si, effectivement, ils vont rechigner. Nous pensons que les Camerounais, je pense que vous avez observé avec moi qu'il y a des mamans, il y a des femmes qui, je crois, à Bouya, sont allées s'asseoir pour prier, pour supplier, pour commander. Comme a dit quelqu'un, que nous sommes tous des mendiants de la paix. Sauf que celui qui a dit que nous étions tous des mendiants de la paix, il n'a jamais posé un quelconque acte qui va dans le sens de la mendicité de la paix. Et donc nous comptons mendier effectivement cette paix-là, et nous pensons que l'acte qui a été posé, par exemple la tentative d'acte qui voulait être posé par le cardinal Christian Toumi, qui consiste à aller vers des gens, leur demander quelles sont les solutions qu'il veut, les inviter sur une table. Nous pensons qu'il faut le faire. Il faut le faire avant d'échouer, et nous ne pensons pas qu'il y aura échec, parce que ceux qui sont là ont des problèmes qui sont posés. Il faut les écouter. Concrètement, est-ce que Maurice Kamto, une fois élu à la présidence de la République, va discuter avec les sécessionnistes? Mais écoutez, Maurice Kamto dit que son premier voyage, lorsqu'il est élu à Etoudi, son premier voyage, il effectue dans la région anglophone, c'est-à-dire soit le nord-ouest, soit le sud-ouest. Ouais. C'est ce que Maurice Kamto dit. Il s'en va vers eux pour leur dire, je viens vers vous, mes frères, pour vous apporter une bouffée de paix. Je viens vers vous en paix en tant que fils et frère. Je viens vers vous afin que nous puissions nous asseoir et trouver une solution à ce problème. Je crois que c'est déjà la première démarche qui rompt complètement avec l'arrogance qui était dès le départ de dire qu'il n'y a aucun problème anglophone et qui était tantôt d'accepter qu'il peut y avoir une tentative de problème anglophone, mais on les a résolus. Voilà, on ouvre une branche à l'ENAM. Voilà, on va recruter 2000 enseignants anglophones. Voilà, on va goudronner les routes. Voilà, non. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que vous avez parlé de la forme de l'État. Il faut restituer ce que le professeur Maurice Kamto dit. Il faut restituer ce que Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle, dit. Oui. Il dit clairement qu'il est pour la régionalisation avec des
statuts particuliers pour les deux régions anglophones. Il faut le dire, parce que c'est mentionné, c'est écrit, un statut particulier pour les régions anglophones. Et ça, moi, je suis historien. Je dois pouvoir le dire. Si j'avais suffisamment de temps, j'aurais pu vous le dire, le débat qui a été mené autour. Parce qu'il faut le savoir, le Cameroun qui accède à l'indépendance en 1960, qui a adopté depuis, à travers André Marine Bida, un drapeau vert ou jaune, lorsqu'il accède avec, à partir du 1er octobre 1961, il y a 2 étoiles sur la bande verte qui représentent 2 Camerouns. Le Cameroun oriental, le Cameroun occidental. Il faut dire que, qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on fait une lecture historique à ce moment-là, on parle de 2 États. Voilà. On parle de 2 États. Alors, l'évolution de notre pays, et ça c'est important, si vous pouvez me permettre un peu, parce que je suis historien justement, je me sens davantage à mon aise. Il faut le dire, parce que en 1964, à partir de 1964, il y a une démarche d'Amadou Ahidjo qui consiste, c'est la première étape vers la marche pour le parti unique. Le parti unique, la suite ce sera connue en 1966, pratiquement en 1er septembre 1966, on passe au parti unique, l'UNC, l'Union nationale camerounaise, qui est la marche véritable vers le référendum qui va être fait le 20 mai 1972. Et à partir de là, on a encore quand même le terme République unie du Cameroun. On est passé de République fédérale à République unie. On n'unit que 2 choses. On n'unit que 2 choses. Et ça, c'est important. Symboliquement, c'est très important. Alors, lorsque le président Paul Biya, en 1984, fait un passage en force et passe à République du Cameroun, on se retrouve au Cameroun de 1960, celui dans lequel on n'avait pas encore la zone anglophone. Et il faut le dire, symboliquement, il y a quelque chose qui a été brisé. Et il faut que cette chose soit recollée. Et il faut des mesures pour que cela soit recollé. Et c'est ce que nous pensons au MRC. C'est le message que nous envoyons à nos compatriotes de l'autre côté. Voilà. Nous ne les avons pas oubliés. Et c'est important de le dire parce que le programme de gouvernance de Maurice Kamto a pensé à cela et c'est l'aspect majeur de ce programme de gouvernance, surtout en ce qui concerne le chantier de modernisation politique et institutionnelle. Voilà. Il faut le relever. D'accord. 3 minutes encore rapidement. Bertrand Zongang, la question. Monsieur Foulefak, j'avais 2 préoccupations et dans votre intervention tout à l'heure, vous avez apporté des solutions à une préoccupation. Alors, vous êtes enseignant au niveau supérieur, vous êtes mieux placé pour nous dire les réalités de ce milieu-là. Je ne vais pas revenir sur sur ce que moi-même je connais. Alors, qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto propose pour la gouvernance universitaire, surtout au niveau du recrutement des docteurs et des professeurs? Est-ce que les enseignants d'université aujourd'hui se sentent à l'aise? Bon, évidemment, si quelqu'un dit que les enseignants du supérieur aujourd'hui au Cameroun se sentent à l'aise, ce ne serait pas seulement de la mauvaise foi venant de la personne, mais ce serait de la méchanceté surtout. Il me semble que nous savons que dans des pays qui nous parlent, qui sont à côté de nous, ou les pays dont nous n'avons rien à envier, nous n'avons rien à envier à aucun de nos voisins, en dehors du Nigeria, quand même, qui est, il faut le reconnaître, qui est un géant. Nous n'avons en Afrique centrale rien à envier à personne, à la vérité, parce que Dieu nous a tout donné. Même pas au Congo, le grand Congo. Vraiment, nous sommes un pays béni. Alors, dans tous ces pays-là, je dis, aucun professeur de rang magistral camerounais n'a le salaire de l'assistant de ces pays. Aucun. Et donc, nous n'allons pas tourner. Est-ce que le niveau d'inflation est le même? Écoutez, niveau d'inflation, le même, nous sommes en Afrique centrale. Nous n'avons qu'à lire à travers nous les budgets de tous ces pays pour comprendre où est-ce que nous nous situons. Il y a des débats qu'il faut simplement éviter pour comprendre, pour se situer dans notre réalité. Donc, nous sommes dans un système actuellement hybride où il me semble que nous devions déjà avoir fait le bilan du LMD qui n'a pas encore été fait parce qu'il est mis sur pied tant bien que mal, chacun y va selon sa compréhension, chaque université a ses pratiques, a ses manœuvres. Je crois que l'ensemble du système éducatif au Cameroun a été pensé
a été pensé. Et il est aussi question de passer de la théorie à la pratique, de passer des paroles à l'acte. Parce que, effectivement, lorsque, parlant du chantier de la modernisation de l'éducation, le professeur Moïse Kamto relève qu'il faut mettre sur pied un système éducatif qui allie innovation, professionnalisation, recherche. C'est justement en connaissance de cause. Programme politique de Moïse Kamto, il pourrait avoir les numéros qui s'afficheront à l'écran et il pourrait simplement nous envoyer un message, on pourra leur envoyer le fichier numérique. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met un thème à cette avant-dernière partie de ce Champ Press Coffee avec Christian Folefac du MSC. On se retrouve pour la dernière partie. Mesdames et messieurs, nous voici donc à la troisième partie et la dernière de ce Champ Press Coffee avec Christian Folefac du MSC. Et nous allons donc sortir de cette autre édition en abordant un aspect de la vie, les aspects ou alors les différents aspects de la vie personnelle de l'homme politique. À ce sujet, donc, l'ensemble des confrères qui sont là auront à poser chacun sa question et ce sera un exercice qui sera la continuité de ce qu'on a commencé depuis l'entame de ce programme. Alors moi, je me permettrai de vous poser la première question qui est celle de revenir un peu très dans le passé. Comment est-ce que vous avez fait pour refuser d'aller à Marois pendant votre affectation en tant qu'enseignant? Bon, écoutez, je dois dire que... Comme chef de service. Oui. Oui, bon, écoutez, chef de service, ça ne m'impressionne pas beaucoup. Je dois dire que ma nomination tombe à un moment où il me vient un certain nombre d'informations relatives à un cabinet noir qui a été mis sur pied pour réfléchir à comment m'éloigner du terrain dans la Ménois. Je crois que ceux qui suivent l'actualité avaient suivi clairement les déclarations de mon alter ego, si on peut le dire ainsi, au sein du parti au pouvoir en ce qui concerne le département de la Ménois. Celui qui plus ou moins peut être mon équivalent puisque lui n'est pas élu. Je crois qu'il est ministre, je crois. Donc, ses propos étaient clairs. Il y a un jeune enseignant à l'université de Tchang qui dérange. Et puis, voilà, le MRC, il faudra faire attention. Tchang est une ville universitaire. Et puis, il faut y réfléchir, sinon vous serez surpris le moment venu. Donc, les déclarations ont été faites. Et puis, un petit cabinet. Vous avez un électorat important chez les étudiants. Et puis, je crois que nous aurons le temps d'apprécier cela. Quoi qu'il en soit, il me semble, un jour, un enseignant de l'université, militant du parti au pouvoir, est venu me dire pourquoi est-ce qu'il y a tant d'étudiants qui défilent là. Vous avez donné des devoirs et vous avez exigé qu'ils viennent défiler au sein du MRC, auquel cas vous filerez les notes de 0. Parce qu'il était surpris de voir autant d'engouement au sein des rangs du MRC, alors que nous ne donnons rien. Et puis, il proposait de l'argent. Je ne sais pas si je dois dire que nous avons autant d'engouement, mais je crois que nous aurons le temps d'apprécier cela. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons cet engouement-là qui est observable, en tout cas touchable, palpable. Donc, pour revenir à la question de départ, c'est que, et donc, l'ensemble d'éléments, après avoir mis sur pied un comité de réflexion, évidemment, nous avons aussi des réseaux de réflexion, des réseaux de renseignements en ce qui concerne. Donc, je n'ai pas été très surpris de me voir nommé, gratifié, devrais-je dire, par un poste, si grand poste, tant cherché par un certain nombre de collègues, et puis beaucoup de Camerounais qui aiment ces titres-là, de chef service de la scolarité des statistiques à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Marois. Sauf que non, mais merci. J'ai dit merci à monsieur le ministre de l'enseignement supérieur d'avoir pensé à moi. La nomination est une sorte de récompense. Vous pouvez l'accepter, vous pouvez la décliner. Donc, c'est pas la guerre. On n'est pas forcé. Donc, j'ai dit merci. C'était très gentil. J'avais mille et autres raisons de ne pas pouvoir y aller. J'aurais bien voulu le faire. Ça avait été à Tchang. Je dois dire d'ailleurs que les bribes de méchanceté qu'on voit dans ce type de nomination, sont que, voilà, je décris ainsi. Vous avez le même poste chef service de la scolarité des statistiques à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Tchang où je suis, et ce poste est vacant depuis 2 ans. Vous, on vous prend chargé de cours à Tchang et on vous balance à l'université de Marois.
Évidemment, il y a plusieurs raisons. Quand vous êtes à Marois, et à la faculté de sciences économiques, à la faculté de sciences économiques et de gestion, je dis, c'est très généreux, c'est très bien pensé, mais écoutez, il y a beaucoup de Camerounais dans ce coin-là. Moi, j'ai tellement de collègues, historiens d'ailleurs, à l'université de Marois, qui chôment, qui n'ont rien à faire. Pourquoi ne pas récompenser des amis, des collègues qui sont sur place, qui n'ont aucun effort à fournir sur place, que de prendre quelqu'un qui va parcourir plus de 800 km et puis qui n'apporte rien, rien véritablement. C'est pas un poste pour, on dit, moi je suis spécialiste du patronat. On aurait pu dire par exemple, c'est un poste pour les spécialistes des patrons, et que vraiment en Marois il n'y en a pas un, donc on me nomme là parce que là je suis le seul technicien. J'aurais compris. Mais lorsque vous conjuguez tout ce que je viens de dire, à la fois les déclarations farfelues, fendues, comme ça en public par quelqu'un comme celui-là, et puis tout ce qui a tourné autour, et puis toutes les réalités locales, et puis évidemment, on y ajoute la percée visible, observable du MRC. C'est clair. Vous ne comprenez pas, tous les jours nous sommes sur le terrain, les meetings se multiplient. Quand ils traversent un marché, ils nous trouvent. Quand ils vont dans un quartier, on dit on est passé. Quand ils vont à une réunion, les mamans disent que MRC c'est quoi? MRC que partout. Donc, évidemment, je pouvais que les remercier et leur dire que c'est dont ils ont peur. Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'ils craignent. Donc, ce dont ils ont peur là, qu'ils n'ont rien à faire, c'est déjà là. Et donc, la souffrance, ils vont l'endurer. Et là, je peux vous dire que la Ménois, pour ce qui est de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, ce sera la mesure, et ils vont mesurer. Je dois déjà vous dire, on a l'habitude de dire que les partis d'opposition n'ont pas les représentants dans les bureaux de vote et ainsi de suite. Ben écoutez, nous on n'a pas un seul représentant, nous aurons deux, avec autour d'eux des brigades. Des brigades qui sont là. Donc, pas des milices, il faut qu'on se comprenne. Pas des milices, mais des brigades. Des brigades. Voilà. Des brigades. Voilà, c'est un jour de non-droit. Le 7 octobre est un jour de non-droit. Nous sommes à la fois des magistrats, des huissiers, des policiers, des gendarmes ce jour-là. Tous les militants du MRC. Donc nous n'allons livrer personne à la justice. Nous allons nous occuper de ceux-là qui veulent empêcher le Cameroun d'aller sur des rails. Augustin Oger, Monsieur le Président, qu'adviendrait-il si vous ne gagnez pas les élections au soir du 7? Ben écoutez, nous ne sommes pas là pour gagner à tout prix, à tous les prix. Écoutez, nous avons fait le nécessaire. C'est pour ça que on dit qui va aller loin ménage sa monture. Nous avons fait le travail de terrain. Et je crois que tous ici, vous le savez, nous avons fait le travail de terrain nécessaire pour la victoire. Si nous ne gagnons pas, nous réaliserons que le travail n'a pas été suffisant pour gagner. Mais si nous ne gagnons pas parce que des gens ont décidé de transformer nos voix, vous voyez que là c'est différent. Nous avons dit changement d'avenir dans la paix. Nous avons dit qu'il ne s'agit pas d'une paix à une paix pour des peureux. Il s'agit d'une paix pour ceux qui respectent également les valeurs de la paix. Mais si nous imposent, parce que vous pouvez dire que vous n'aimez pas la bagarre, mais je crois que si la bagarre vous suit là où vous êtes, bon sang, pour écarter celui qui vient vers vous vers la bagarre, il me semble que vous soyez obligé de bagarrer. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous sommes prêts. Nous ne fions pas ce désordre parce que nous sommes incapables. Je crois que vous pouvez me regarder, je fais du sport tous les jours. Est-ce qu'une coalition entre partis, avec d'autres partis, est possible ces derniers jours, au cours de la dernière semaine? Bon, finalement, vous ne parlez pas de moi là. Je crois que j'ai cru que cet aspect était lié à ma personne. Mais écoutez, pour ce qui est de la coalition, les coalitions tiennent à beaucoup de paramètres. Je peux vous dire, bien que étant le patron départemental du MRC dans la Ménois, je demeure un militant. Parce que quand on dit un militant, le militant milite. Donc vous ne savez pas encore. Je demeure un militant. Ça veut dire qu'il y a des questions stratégiques qu'un membre du directoire national du MRC peut dire que moi je ne suis pas capable de dire non. Je peux vous rassurer que des très bonnes choses. Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre. Je vous dis à l'horizon, il y a encore de très belles choses qui arrivent. Donc soyez juste un peu patients. Question très simple. Je souhaite que la réponse soit aussi très simple. Quelles sont vos ambitions futures au sein du MRC? Christian. J'en ai plusieurs qui seront déclinés au fur et à mesure. Écoutez, nous avons, c'est pas l'élection présidentielle, nous portons juste un champion. Et puis à côté du champion, il y a tellement d'opportunités. Vous savez, en 2019 est une année électorale.
tout ce que nous avons fait depuis 2012, c'est pour préparer également des échéances électorales. Donc, écoutez, et on ne peut pas être partout à la fois. Donc, en 2019, ce sera ma trajectoire sera déclinée. Et le plus tôt, rassurez-vous, je n'attendrai pas que le corps électoral, quoi que ce soit convoqué pour vous dire exactement que moi, j'ai choisi de faire ceci parce que je suis un peu de ceux qui pensent que quand vous voulez devenir quelque chose, dites-le chaque fois et tous les jours jusqu'à ce que tout le monde retienne dans son cerveau que vous êtes même déjà cela avant que vous ne le deveniez. Donc, c'est ce que nous allons, à partir de janvier, vous dire que moi, je suis déjà ceci. Avant même que vous ne votez pour moi, je serai déjà cela dans mon esprit, dans ma façon de me comporter vis-à-vis des citoyens de la Ménois. Oui, la question, elle est simple. Je pense qu'elle vient préciser un peu la question de Steve Dontio. Il y a manifestement en 2019 les élections régionales, les législatives et les municipales. Il me semble que la crainte du parti d'en face, c'est de voir Christian Follefacq être candidat à aux élections municipales. Est-ce que vous préparez à devenir maire de Tchang? Écoutez, on va pas... la première étape, c'est de devenir conseiller. Voilà, conseiller municipal, vous voulez demander, savoir si je voulais être un membre de la liste. Je vous l'ai dit, peut-être vous revenez sur... vous voulez enfoncer une porte déjà ouverte. Je vous ai dit que tout le travail qui est mené, c'est pour... pas seulement pour amener à étudier notre champion, mais c'est surtout pour des échéances locales que nous travaillons. Et donc, je vous dis qu'au plus tard, même si on a prolongé le mandat des conseillers municipaux jusqu'en octobre 2019, au plus tard en mars 2019, vous saurez exactement ce que Christian Follefacq veut faire dans la ville de Tchang précisément. Et donc, mes ambitions seront claires et chacun aura le temps d'observer, quitte le futur maire ou le futur député de Tchang à l'œuf. Donc, et commencer à faire avec, composer avec. Non, soyez pas pressés jusque-là. Pour l'instant, nous essayons de mobiliser toutes nos énergies pour amener notre champion à étudier. Voilà. Dès que ce sera passé, rassurez-vous, nous travaillons à un projet à présenter aux populations de la Ménois en ce qui concerne ces différentes échéances. On reviendra à vous en mars. Bon, on soit avec Emine Difo, forcément. Permettez mon français, j'aimerais savoir de vous, l'histoire du Cameroun a enfoncé les Camerounais. Vous êtes historien. Dans vos cours de français en tant qu'enseignant, est-ce que vous prêchez les non-français, les non-français, on appelle French names, que de prêcher les héros camerounais? Vous vous sentez à l'aise à prêcher quel côté? Bon, premièrement, je voulais dire, il y a beaucoup de choses dites sur l'histoire du Cameroun par de non initiés sur comment est-ce qu'on enseigne l'histoire du Cameroun, précisément en ce qui concerne l'université, à l'université. Certes, nous dispensons des enseignements qui nous sont exigés par le programme, par le système en place. Mais je dois vous dire que je prends un cas, par exemple, où je peux vous donner 2 ou 3 cours que je dispense. Voilà, en 3e année, en année licence, je dispense depuis 4 ans un cours sur la décolonisation du Cameroun et le Cameroun postcolonial. Je dis bien la décolonisation du Cameroun et le Cameroun postcolonial.